Bonjour à tous, bonjour Benjamin et bonjour Edouard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur ce webinaire proposé aujourd'hui par Compliment Pro avec Nutri Co. Donc d'ailleurs les produits sont disponibles sur la plateforme et on vous le montrera tout à l'heure. Donc on a la chance d'être accompagné par Edouard Fornas et Benjamin Dariush qui vont nous parler aussi un petit peu aujourd'hui d'alimentation anti-inflammatoire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Livestorm, donc vous avez la possibilité de chatter avec nous sur l'ensemble de la présentation. Donc, s'il y a des petits soucis au niveau de l'utilisation, n'hésitez pas. On a Maxime donc de l'équipe Compliment qui est avec nous pour répondre à vos petites questions. Concernant les questions d'ailleurs, il y a une rubrique questions qui est dédiée. Donc, en bas à droite de votre écran, il y a le chat et il y a les questions. Pour toutes les questions, posez-les dans cette rubrique. C'est beaucoup plus simple pour nous à la fin pour y revenir et pour y répondre. Et vous pouvez aussi, dans cette section de questions, en fait, voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes, les plus pertinentes. Et c'est du coup ces questions auxquelles on répondra en premier. On a bien 15 minutes à la fin de la présentation pour répondre aux questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser-les tout au long de cette présentation. Alors, je vais laisser la parole à Edouard Fornas, fondateur de Nutri Co, et Benjamin Dariush, qui est lui spécialisé plutôt en vulgarisation scientifique. Peut-être pour se présenter un petit peu, et après, je vous laisse la parole pour entamer cette présentation. Ouais, merci Solène. Donc, je suis Edouard Fornas, le fondateur de Nutri Co. Brièvement sur Nutri Co, c'est une entreprise qui a été fondée en 2017, qui a pour particularité en fait d'être une entreprise par des consommateurs pour des consommateurs. C'est-à-dire qu'on a développé des formules parce qu'on souhaitait les consommer. Et on repose sur un triptyque de marque, efficacité, éducation et transparence. Pour en connaître un petit peu plus sur notre laboratoire, on a un webinaire également demain midi où je présenterai un petit peu le parcours de Nutri Co et notre démarche un peu plus en détail. Donc, vous êtes les bienvenus. Je laisse du coup la parole à Benjamin qui m'accompagne aujourd'hui et je vous récupérerai un petit peu plus tard. Bonjour à tous, donc je suis Benjamin Dariush, responsable valorisation scientifique chez Nutri Co que j'ai rejoint l'année dernière. Moi, je m'occupe de tout ce qui va être le contenu scientifique autour des produits, des pages produits, toute la communication scientifique au sens large, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour des prescripteurs comme vous aujourd'hui. Et auparavant, pendant une dizaine d'années, j'étais déjà dans la vulgarisation scientifique dans la santé et la nutrition, à mon compte, mais aussi en tant qu'indépendant pour d'autres marques. Et j'avais rejoint Nutri Co l'année dernière parce que ça collait bien en termes de valeur, de rigueur scientifique, de choix d'actifs toujours objectivés, scientifiquement basés sur des études. Donc ça, c'est vraiment des choses qui me tenaient à cœur et c'est pour ça que j'avais rejoint Nutri Co. On démarre ? Oui. Alors. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'alimentation anti-inflammatoire parce qu'on trouvait que c'était vraiment une thématique très intéressante qui est à mi-chemin à la fois entre de la prévention, l'alimentation au sens large, les compléments alimentaires, comme on va le voir, qui peuvent avoir toute leur place dans cette démarche. Et c'est vraiment, je trouve, un sujet passionnant, comme vous allez le voir, et dans lequel il y a beaucoup de sciences à développer. Et donc là, voilà, on va d'abord voir un peu tout ce qui est définition. On verra en détail, parce que c'est un exemple très intéressant de comment l'inflammation chronique peut favoriser une maladie avec l'athérosclérose. On parlera aussi d'inflammation et de vieillissement. Et ensuite, on verra comment savoir quel type d'alimentation peut être, entre guillemets, anti-inflammatoire, avec un indice qui s'appelle l'indice inflammatoire alimentaire, et ensuite des études qui ont comparé différentes familles d'aliments, notamment entre les produits animaux et végétaux, et pourquoi le régime méditerranéen est le modèle anti-inflammatoire par excellence par rapport aux études scientifiques. Et ensuite, on fera un petit zoom sur les travaux concernant les oméga-3 et le curcuma avant enfin de rentrer dans le détail de quelques-uns de nos produits. Donc,
c'est vrai que l'alimentation anti-inflammatoire, c'est vraiment, comme vous le savez certainement, devenu un sujet très à la mode. Il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie, Fnac ou sur Amazon, hein. On tape anti-inflammatoire, il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines de livres sur le sujet, que ce soit des livres de recettes, des livres de régime, entre guillemets, voilà, de conseils alimentaires qui pullulent depuis plusieurs années maintenant avec ce terme anti-inflammatoire. Bon, certains moins qualitatifs que d'autres, hein, mais donc on pourrait se dire, surtout en tant que professionnel de santé, vous pourriez vous dire que c'est peut-être un sujet qui ne repose sur pas grand-chose. Et il est vrai que les conseils d'une certaine partie de ces livres ne sont pas forcément basés sur la science, mais par contre, si on laisse un peu tout ça de côté, comme on va le voir, il y a une vraie validité scientifique de l'alimentation anti-inflammatoire et c'est un vrai sujet d'intérêt scientifique. Alors, pour savoir déjà de quoi on parle, il faut revenir un petit peu à des définitions. C'est quoi l'inflammation? Donc, en fait, l'inflammation, c'est un terme global qui englobe l'ensemble des réponses de l'organisme face à une agression externe. Donc, voilà, ça peut être une brûlure, ça peut être un agent infectieux pathogène, ou ça peut être une agression, entre guillemets, interne comme externe. Interne, ça va être par exemple des cellules cancéreuses. Donc, l'inflammation, c'est un processus tout à fait normal. Le but n'est pas d'avoir zéro inflammation, ça n'est pas possible. C'est même un processus indispensable dans le sens où ce mécanisme sert à éliminer la cause de l'endommagement, entre guillemets, des cellules en apportant les cellules du système immunitaire sur la zone, à nettoyer voilà, les tissus abîmés, à lancer la réparation. Et en fait, il faut faire surtout une distinction entre inflammation aiguë et inflammation chronique. Donc, l'inflammation aiguë, c'est la normale, entre guillemets, c'est celle qui va se mettre en place tout de suite après une blessure, après voilà, une coupure, une exposition à un produit toxique ou à un agent pathogène. Et normalement, si tout se passe bien, cette inflammation aiguë va durer de quelques jours à quelques semaines, grand maximum. Et l'exemple le plus basique qui va vous parler à tous, c'est celui d'une entorse. Bon, si vous foulez la cheville, vous allez avoir un œdème, donc c'est un gonflement des tissus, et ce gonflement des tissus permet de mieux acheminer les défenses du système immunitaire sur la zone. Vous allez aussi avoir une douleur, une rougeur, voilà, une chaleur, c'est pour ça qu'on parle d'inflammation, et ce sont les symptômes d'une inflammation. Par contre, là où ça peut devenir problématique, c'est quand on a une inflammation dite chronique. Donc, ça fait référence à une inflammation de faible intensité, de bas niveau, de bas grade, qui, elle, peut durer des semaines, des mois, voire parfois des années. Donc là, les cellules du système immunitaire qui rentrent en jeu sont un petit peu différentes de celles qui interviennent pour l'inflammation aiguë. On va avoir surtout des macrophages, des lymphocytes, des plasmocytes. Voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans le cas de l'inflammation aiguë. Et l'exemple typique, ce sont les maladies inflammatoires de l'intestin, ce qu'on appelle les MICI. La plus connue étant la maladie de Crohn. Voilà, on a des maladies inflammatoires, les maladies inflammatoires des articulations, dont on parlera aussi un peu plus tard. Voilà, tout ça, ce sont des maladies inflammatoires chroniques. C'est pour ça qu'on parle d'inflammation chronique. Peut-être que tu peux préciser que le terme d'inflammation de l'ordre oui. C'est vrai qu'une petite parenthèse, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le terme anti-inflammatoire, pour les produits, c'est vraiment réservé réglementairement en France aux médicaments, aux thérapeutiques. Les compléments alimentaires n'ont pas le droit d'afficher sur leur packaging le terme anti-inflammatoire, même si, comme on va le voir, il y a des molécules comme le curcuma qui ont une action anti-inflammatoire, on n'a pas le droit d'afficher que ce sont des produits anti-inflammatoires d'un point de vue réglementaire. Voilà, c'est important de faire cette distinction. Exactement, c'est un point important parce que vous ne retrouverez pas en fait dans les argumentaires, par exemple sur nos pages produits du site destinées au consommateur final, ce type de mots anti-inflammatoire. Et ce n'est pas pour autant que la science est exempte de preuves à ce niveau-là.
Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent favoriser l'inflammation chronique, hein. C'est une mauvaise hygiène de vie globale, vu l'importance de l'alimentation, comme on va le voir juste après, forcément, en contrepartie, une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire riche en produits ultra transformés, voilà, pauvre en micronutriments, riche en graisses saturées, etc., va avoir un impact négatif. Le manque de sommeil, puisque c'est plutôt le sommeil, lui, est fondamental pour le bon fonctionnement du système immunitaire, et le système immunitaire est au cœur des réactions inflammatoires. Le manque d'activité physique aussi, qui indirectement sert beaucoup à réguler notamment le système immunitaire. Et l'âge va être un facteur important sur lequel, malheureusement, on ne peut pas non plus grand-chose, parce que le système immunitaire devient de moins en moins performant plus l'âge avance, comme on va le voir un peu plus en détail juste après. Alors, on va parler un petit peu de l'athérosclérose parce que pour comprendre les méfaits d'une inflammation chronique sur la santé, c'est vraiment un exemple très intéressant et très parlant qui va être en lien avec cette inflammation chronique et aussi avec l'obésité. Pourquoi? Parce que donc, quand on souffre d'obésité, on a une masse grasse plus importante, hein, ça, comme vous le savez. Donc, qui dit masse grasse plus importante dit plus d'adipocytes et de plus gros adipocytes. Ces mêmes adipocytes produisent des molécules qu'on appelle les adipokines, qui en fait jouent le rôle de messagers et de régulateurs de l'inflammation. Donc, plus de masse grasse égale plus d'adipokines pro-inflammatoires. Et alors c'est un petit peu compliqué, hein, dans ces adipokines, il y en a un type qu'on appelle les adiponectines, qui, elle, a une action un petit peu différente, anti-athérogène et anti-inflammatoire. Et elle, sa production baisse proportionnellement à la masse grasse. Donc, en gros, plus de masse grasse égale plus de messagers pro-inflammatoires et moins de messagers anti-inflammatoires. Ce qui, au final, va augmenter le risque de résistance à l'insuline et voilà, à long terme, vous le savez, voilà, le risque de développer un diabète de type 2 et une hyperglycémie qui reste prolongée va, elle, fragiliser la paroi des artères. À l'inverse, chez une personne de poids normal, une masse grasse qui reste stable et assez faible, et donc un nombre d'adipocytes raisonnable, entre guillemets, on va avoir une production d'adipokines pro-inflammatoires assez faible et au contraire une augmentation de la production d'adiponectine par rapport aux personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité. Et voilà, pour que ce soit un peu plus parlant, c'était juste important de comprendre voilà, le lien masse grasse et production de molécules pro-inflammatoires, mais globalement par rapport à ce sujet de l'athérosclérose. Donc, on va avoir des artères endommagées, comme je viens de vous le dire, à cause notamment d'une hyperglycémie prolongée et de molécules pro-inflammatoires produites en plus grande quantité. Donc, ces artères endommagées vont envoyer des protéines messagères pour attirer des cellules du système immunitaire sur la zone pour réparer. Ces globules blancs arrivent et produisent des cytokines qui sont aussi des messagers inflammatoires qui vont amener encore d'autres cellules du système immunitaire. Le problème, c'est qu'on va avoir des particules de cholestérol LDL qui vont se retrouver piégées dans cette zone inflammée parce qu'il commence à y avoir beaucoup de molécules sur la zone et qui, en restant piégées, vont s'oxyder. Ensuite, on va avoir un cercle vicieux qui se met en place avec des macrophages qui, eux, vont être appelés pour manger ces particules de LDL oxydées pour s'en débarrasser. Le problème, c'est que ces macrophages, une fois qu'ils deviennent pleins, cela devient ce qu'on appelle des cellules spumeuses parce qu'ils vont rester à mourir et qui vont s'accumuler sur la zone. Et c'est ça, en fait, qui va former des plaques d'athérome qui viennent boucher les artères. Et donc, on rentre dans ce cercle vicieux où les artères deviennent bouchées, encore plus endommagées, produisent encore plus de messagers inflammatoires pour attirer d'autres cellules du système immunitaire sur la zone. Et voilà, on rentre dans ce cercle vicieux de comment une inflammation chronique va favoriser l'athérosclérose sur le long terme.
Donc, c'était voilà, une bonne illustration de cette problématique de l'inflammation chronique et pourquoi c'est important vraiment de la traiter en amont et en prévention. Ensuite, l'inflammation chronique va aussi intervenir, comme je le disais juste avant, par rapport au vieillissement. Ce qui a amené certains chercheurs à parler en anglais d'inflammaging, c'est-à-dire c'est la contraction entre inflammation et aging, vieillir, où en fait, le point, c'est que le système immunitaire, vous savez, on a la distinction entre le système immunitaire acquis et le système immunitaire inné. Le système immunitaire acquis, c'est celui qu'on a, par exemple, les anticorps qu'on va avoir avec des vaccins. Et ben celui-là, il devient de moins en moins efficace avec l'âge. C'est pour ça que les vaccins, par exemple, sont moins efficaces, donnent une réponse immunitaire moins efficace chez des personnes âgées que chez des personnes jeunes. Et au contraire, le système immunitaire inné, lui, va devenir plus actif pour compenser. Et tout ça devient un facteur de risque pour tout un tas de maladies. Et l'hypothèse, en fait, c'est qu'en vieillissant, il y a une accumulation de cellules du système immunitaire qui deviennent mortes, endommagées, voilà, des morceaux de ces cellules qui s'accumulent au fur et à mesure du temps et qui ne sont pas éliminées. Et donc, ça vient un petit peu polluer l'organisme, entre guillemets. Et tous ces résidus de cellules sont vus comme des corps étrangers que le système immunitaire inné vient combattre, entre guillemets, parce qu'il croit que c'est des corps étrangers. Donc, ça l'excite et ça fait une espèce d'inflammation chronique de bas grade qui augmente avec le temps. Et donc, c'est de là que vient cette hypothèse de l'inflammaging. Alors, maintenant, penchons-nous sur ce sujet des liens entre inflammation et alimentation, maintenant qu'on a posé un petit peu la problématique. Est-ce qu'on peut jouer sur l'alimentation pour diminuer ce risque de maladie, d'inflammation chronique? Il y a une équipe de chercheurs qui, depuis quelques années, s'est intéressée à ce sujet et a créé ce qu'ils ont appelé l'indice inflammatoire alimentaire. En fait, c'est tout simplement un score qu'ils ont développé pour évaluer si un modèle alimentaire global par rapport à un grand nombre de paramètres avait un effet positif ou négatif sur cette inflammation chronique. Donc, ce qu'ils ont mis comme facteur négatif, ça va être tout ce qui est consommation élevée de calories, va manger plus de calories que ses besoins, une consommation élevée de viande rouge, de produits de céréales raffinées, de sucre, de graisses saturées, bon, un petit peu finalement ce qu'on peut retrouver dans des choses comme le Nutri-Score. Et les facteurs positifs, ça va être des apports suffisants en oméga 3, des apports suffisants en fibres, en certains micronutriments comme la vitamine C, la vitamine E, le magnésium, le bêta-carotène. Et ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est un indice qui n'est pas utilisable individuellement. Si moi, demain, je veux calculer l'indice inflammatoire alimentaire de mon assiette ou d'un aliment, ce n'est pas possible. En fait, c'est un algorithme qu'ils ont vraiment créé pour passer en revue des études existantes. Je m'explique. Ils ont pris des études épidémiologiques qui existaient déjà, par exemple, qui avaient étudié sur des milliers de personnes leur modèle alimentaire et leur risque de certaines maladies. Et ils ont appliqué leur indice inflammatoire alimentaire sur cette étude pour reclasser un petit peu les personnes suivant leur modèle alimentaire et recalculer ce risque de développer certaines maladies par rapport à leur indice. Voilà, c'est juste pour ça qu'il a été développé. Et qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, c'est ça qui est important, hein, c'est de voir ce que ça nous a appris. C'est qu'il y a un vrai lien entre un score négatif, c'est-à-dire un indice inflammatoire élevé, et un risque de développer des maladies cardiovasculaires. Et c'est pour ça qu'on retombe avec ce que je vous ai raconté juste avant sur l'athérosclérose. Et il y avait aussi, alors le cancer est évidemment il n'y a pas un cancer, il y a tout un tas de types de cancers qui sont chacun particuliers avec des mécanismes particuliers, mais on retrouve quand même globalement, pour simplifier, plus ou moins toujours des mécanismes inflammatoires dans les cancers. Et ils ont surtout noté un lien plus fort de
avec cet indice inflammatoire négatif, avec une hausse substantielle du risque de cancer colorectal, et certainement dû en grande partie à la consommation plus faible de polyphénol et de fibres. Et ils ont aussi trouvé un lien de corrélation, parce que c'était des études d'observation, plus important entre une alimentation pro-inflammatoire et une inflammation chronique des voies respiratoires, et aussi un risque plus élevé de dépression dans certaines études, parce qu'il y aurait un facteur par rapport aux dépressions entre le microbiote qui pourrait produire plus ou moins de molécules pro-inflammatoires, le nerf vague. Voilà, c'est des sujets assez complexes. Là, pour l'instant, c'est plus des liens d'observation, de corrélation, mais c'est intéressant à noter quand même. Voilà. Alors, juste un petit zoom sur la CRP, la protéine C-réactive, hein, que vous connaissez forcément, qui est un bon marqueur de l'inflammation qu'on peut utiliser auprès des patients, parce qu'on sait que les personnes ayant, par exemple, une maladie coronarienne, voilà, de l'athérosclérose, ont des taux de protéines C-réactives, de CRP, plus élevés. Et donc, en fait, c'est une protéine qui est produite lorsqu'on a une inflammation pour aider l'organisme à repérer, à éliminer les corps étrangers. Hein, c'est un messager, entre guillemets. Et c'est pour ça que c'est un bon marqueur biologique de l'inflammation. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'un taux élevé de CRP c'est pas lui qui va, c'est pas elle, cette protéine qui va causer directement l'inflammation ou, par exemple, boucher les artères, c'est juste un bon indicateur. Et donc, normalement, ça se fait dans des analyses de sang courantes, hein, si le médecin rajoute ça à la prescription, dans les labos. Et juste pour votre information, voilà, un taux normal, normalement, ça doit être inférieur à 6 mg par litre de sang. Rentrons un petit peu dans du concret sur les comparaisons entre différentes familles d'aliments et leurs effets sur justement l'inflammation, pour un petit peu affiner le modèle alimentaire qui serait idéal. Il y a une étude en 2018 qui était très intéressante, où ils ont voulu comparer les effets sur l'inflammation, sur les marqueurs inflammatoires des produits animaux versus les produits végétaux. Où en fait, ils ont pris 100 personnes qui avaient une maladie cardiaque, coronarienne, et ils les ont séparés en deux groupes. D'un côté, le premier groupe a suivi l'alimentation classique recommandée par l'AHA, qui est l'American Heart Association. C'est la plus grosse association de cardiologie aux États-Unis. Donc, ils ont un modèle alimentaire sain assez standard, hein, qui peut ressembler aux recommandations officielles de l'ANSES en France, par exemple. Donc, ces personnes ont suivi le menu classique de l'AHA avec des produits animaux, et le deuxième groupe a suivi exactement la même alimentation, sauf qu'ils ont remplacé les produits animaux par des sources de protéines végétales. Voilà, par exemple, le poulet était remplacé par du soja, etc. Ou les yaourts de lait de vache par des yaourts de soja. Et leur conclusion, c'est que dans les analyses, les personnes du deuxième groupe qui avaient suivi le modèle alimentaire végétalien avaient un taux de CRP inférieur au premier groupe. Donc c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut bannir les produits animaux, hein. Ce n'est pas la conclusion directe d'une seule étude. En fait, il y a d'autres travaux qui ont étudié la question, qui ont montré que ces réactions inflammatoires allaient être favorisées surtout à cause des viandes transformées. D'ailleurs, c'est aussi les viandes transformées, hein, qui posent problème dans les études par rapport au cancer colorectal. Donc, qu'est-ce qu'on appelle viande transformée? C'est tout ce qui va être charcuterie, tous les produits à base de viande, type nuggets, voilà, tous ces produits industriels. Et le deuxième type de produit qui va poser problème, c'est ce qu'on appelle les produits de glycation, ou les AGE en anglais, pour Advanced Glycation End Products. Ce sont ces parties cramées noircies
sur tout ce qui est barbecue, par exemple. Donc, c'est pour ça que le barbecue est la moins bonne méthode de cuisson par rapport à ce sujet de l'inflammation et pour la santé en général. Et d'ailleurs, pour dédouaner, entre guillemets, un petit peu la viande rouge brute, non transformée, on a une méta-analyse en 2021, c'est-à-dire une synthèse des études disponibles sur le sujet, qui n'a pas trouvé d'impact, en tout cas à court terme, de la viande rouge non transformée sur les marqueurs inflammatoires. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faudra avoir une alimentation 100% végétalienne pour avoir une alimentation anti-inflammatoire la meilleure possible. Simplement, si on mange de la viande, des produits animaux, d'en consommer, comme toujours, intelligemment et surtout d'éviter les préparations avec des cuissons à température élevée et de privilégier les cuissons douces plutôt pour éviter ces AGE. Une autre étude, pour comparer un peu différents types de végétaux, une autre étude qu'on voulait vous montrer qui était très intéressante, où ils ont pris des personnes en surpoids et ils les ont répartis en 3 groupes pendant 6 semaines. Le premier groupe, ils avaient tous un peu la même base alimentaire, avec la différence que le premier groupe consommait au moins 3 portions de céréales complètes par jour. Le deuxième groupe consommait au moins 3 portions de fruits et légumes par jour. Et le troisième groupe, au moins 3 portions de céréales raffinées, pain blanc, etc., par jour. Et les résultats, c'est que les groupes A et B, c'est-à-dire groupe céréales complètes et groupe fruits et légumes, ont vu une réduction de leur inflammation, taux de CRP, etc., mais sur des marqueurs un peu différents. C'est ça qui est intéressant. Et les chercheurs ont aussi observé une plus grande diversité dans le microbiote du groupe fruits et légumes, ce qui est logique puisque les céréales complètes apportent des fibres, mais les fruits et légumes apportent aussi des fibres, mais en plus des polyphénols, d'autres molécules qui peuvent favoriser un microbiote en bonne santé. Donc, ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que finalement, comme je le disais, comme ça agit sur des marqueurs différents, et les céréales complètes et les fruits et légumes pourraient avoir leur place dans un modèle alimentaire anti-inflammatoire global. Et justement, je parlais des polyphénols, donc un petit zoom dessus. C'est surtout les fruits et légumes. Souvent, les polyphénols correspondent aussi à des pigments. C'est ce qui va donner leur couleur, par exemple, aux myrtilles, aux fruits et légumes violets, orange, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y en a moins dans les céréales. Dans les céréales, vous allez en trouver un petit peu dans tout ce qui va être coloré, donc du riz noir, du riz rouge, ce genre de choses. Et ces polyphénols, en fait peuvent agir directement sur les voies métaboliques qui gèrent ces réponses inflammatoires en agissant sur un meilleur équilibre entre ces messagers que sont les cytokines pro- et anti-inflammatoires. Et ces polyphénols vont aussi agir indirectement en favorisant un microbiote en bonne santé, comme je le disais juste avant. Donc, c'est pour ça que là, ce qu'on peut retenir par rapport à ce point-là, c'est que, ça paraît évident, mais une très grande diversité de couleurs dans l'assiette, qui correspondra à une très grande variété de fruits et légumes, sera aussi un critère essentiel d'un modèle alimentaire anti-inflammatoire. Et pour arriver un petit peu à un modèle global, ça va être le régime méditerranéen. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le modèle alimentaire qui a été le mieux étudié, qui a montré le meilleur niveau de preuve par rapport à ses effets anti-inflammatoires sur tout un tas de critères. Par exemple, chez des personnes qui souffrent de diabète de type 2 et qui ont suivi un régime méditerranéen pendant 1 an, on a vu une réduction de leur taux de CRP beaucoup plus importante que des personnes qui suivaient une alimentation plus classique, type pauvre en graisse. Et ils ont aussi vu une augmentation de plus de 40% du taux d'adiponectine, dont je parlais au tout début, qui est cette molécule produite par les adipocytes avec un rôle anti-inflammatoire. Et
on a aussi vu dans d'autres études synthétisées dans une méta-analyse de 2014 que par rapport à la santé cardiovasculaire, il y avait un vrai effet anti-inflammatoire du régime méditerranéen via une amélioration des fonctions de l'endothélium, c'est-à-dire c'est la couche interne des vaisseaux sanguins, ce qui est évidemment central pour la santé cardiovasculaire. Alors, juste, vous le savez très certainement, mais juste un petit rappel, parce que parfois, quand on parle de régime méditerranéen, ça peut avoir un sens différent suivant ceux qui en parlent. Il y a quelques grands principes qui vont toujours se retrouver, hein, même si la Méditerranée, c'est une grande région. Le modèle alimentaire traditionnel peut être un peu différent entre le nord de l'Italie, le sud de l'Italie, la Grèce, l'Espagne, etc. Grosso modo, en tout cas par rapport aux modèles qui sont utilisés dans les études, on va toujours avoir l'huile d'olive comme matière grasse centrale, principale, voire même plus ou moins exclusive, en tout cas comme matière grasse ajoutée, et utilisée aussi bien pour la cuisson que pour l'assaisonnement. Si on regarde par exemple dans l'île d'Ikaria, qui est une île en Grèce proche de la côte turque, où il y a un taux de centenaire plus élevé que la moyenne, donc c'est pour ça qu'on les a pas mal étudiés. Eux, ils mangent vraiment, l'huile d'olive, c'est limite, ils la boivent à la bouteille, hein. Dès le petit-déj, ils mettent un gros filet d'huile d'olive dans une assiette et leur petit-déj, c'est tremper leur morceau de pain complet dans l'huile d'olive. On va avoir évidemment des aliments bruts, locaux de saison. Bon, ça, c'est une base de tout modèle alimentaire santé. Des assiettes très colorées, ça j'en parlais. Une grande diversité de fruits et légumes qui vont tourner avec les saisons. Beaucoup d'herbes fraîches, d'épices, ça c'est une leçon intéressante aussi à retenir notamment je parlais d'Icaria ou du régime crétois traditionnel. Tout le monde utilise beaucoup d'herbes fraîches, romarin, thym, origan, etc., qu'on cultive dans son jardin. Ça, c'est même parfois, même souvent, encore je reviens à Icaria, j'ai vu les gens là-bas, ils s'en font des infusions. Les herbes ont une place assez importante dans ce modèle alimentaire. Les oléagineux, qu'on trouve aussi beaucoup dans cette région, hein, c'est-à-dire amandes, noix, noisettes, plus ou moins une poignée tous les jours. Des céréales assez diverses, c'est-à-dire pas juste du blé blanc de base, comme on peut avoir nous pour notre pain blanc et nos pâtes blanches. Il y a du blé, mais avec des variétés diverses. On retrouve aussi du sec, de l'orge, du riz. Le riz, même s'il n'est pas originaire il est originaire d'Asie à la base, on le retrouve maintenant depuis pas mal de décennies dans l'alimentation méditerranéenne. Enfin, même maintenant, ça pousse en Italie, ça pousse en Camargue en France. Donc, ça fait totalement partie du bassin méditerranéen maintenant. Les légumineuses, les lentilles, les fèves, les pois chiches, évidemment, qu'on retrouve tout autour de la Méditerranée. Le houmous au Proche-Orient, sur toute l'Afrique du Nord. Les pois chiches aussi ont une place importante. Des produits de la mer, évidemment. Hein, on est face à la mer, donc le poulpe en Grèce. Mais surtout, là, on va retenir les petits poissons gras, sardines, anchois, qui vont apporter les oméga 3 dont on va reparler juste après. Et la question des produits laitiers, alors, bon, ça dépend dans quelle région on se met, mais globalement, si on est sur des régimes méditerranéens traditionnels, type crétois, etc., on est plutôt sur des reliefs assez accidentés, où on n'a pas de plaine pour vraiment faire des élevages de bovins extensifs. Donc, on est plutôt sur des petits animaux, chèvres, brebis. C'est pour ça qu'on va surtout avoir des produits laitiers issus de ces petits animaux. Alors, un petit zoom justement sur les oméga 3 et ensuite sur le curcuma. Parce que est-ce que les oméga 3 sont vraiment anti-inflammatoires? C'est ce qu'on entend parfois. Et c'est une question que se sont posées des chercheurs qui ont fait élaborer une étude pour essayer d'y répondre. Et pour y répondre, en fait, ils ont pris des personnes qu'ils ont réparties en 3 groupes. Un groupe qui prenait un complément d'EPA, donc vous savez, dans les oméga 3, vous avez l'ALA qui est l'oméga 3 végétal, qui ensuite est converti, si on en mange, en EPA, qui lui-même va être converti en DHA.
Donc, le premier groupe a pris 2,7 grammes par jour de PA. Le deuxième groupe, 2,7 grammes par jour de DHA. Et le troisième groupe, c'était un placebo pour le groupe contrôle. C'était une huile quelconque, je crois, de mémoire, peut-être de l'huile de maïs. Et chaque groupe, c'est ce qu'on appelle des études en crossover, enfin, sans rentrer dans le détail. En gros, chaque groupe a pris un complément pendant 10 semaines et comme ça, ils ont alterné 3 fois sur 30 semaines. Comme ça, chaque groupe avait suivi les trois types de compléments. Et à noter aussi que tous les participants de cette étude souffraient d'obésité et donc souffraient d'inflammation chronique par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant. Et en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que par rapport aux marqueurs inflammatoires, c'est le DHA qui a eu l'effet le plus notable et qui a réduit de manière significative les marqueurs inflammatoires et qui a permis une amélioration du profil lipidique, c'est-à-dire tout ce qui va être taux de cholestérol et triglycérides. Triglycérides aussi, surtout, parce que les oméga-3 sont bien connus et ont un bon niveau de preuve pour faire baisser les taux de triglycérides élevés. Et sur le curcuma, un petit focus science aussi, idem, parce qu'on parle souvent du curcuma comme épice anti-inflammatoire dans la médecine ayurvédique traditionnelle. Voilà, on le met beaucoup en avant pour ça. Et effectivement, il y a des travaux à la fois in vitro et in vivo qui ont montré que la molécule active principale du curcuma, à savoir la curcumine, pouvait agir sur des marqueurs inflammatoires, notamment via la réduction de l'activité de certains enzymes pro-inflammatoires, ou aussi en diminuant l'arrivée des cellules immunitaires sur les zones inflammées. Comme je vous le disais, c'est souvent ce cercle vicieux qui se met en place. L'inflammation amène des cellules immunitaires sur place et si jamais ça s'emballe, c'est là qu'on peut rentrer dans l'inflammation chronique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a montré que prendre un complément contenant 200 mg de curcuminoïdes par jour pendant 8 mois, donc une certaine durée quand même, on a vu une réduction des symptômes de l'arthrose, qui est une maladie inflammatoire des articulations. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en exemple. Mais ce qu'il faut aussi savoir, et Edouard va revenir dessus juste après, consommer sous forme d'épices, épices fraîches, épices en poudre. Le curcuma est très mal absorbé au niveau intestinal et toutes les études qui montrent un effet positif sur la santé, notamment sur les marqueurs inflammatoires du curcuma, en fait, il s'agit toujours de compléments d'extrait de curcuma rendus hautement biodisponibles, notamment les mélangeant par exemple avec des phospholipides, avec un véhicule. C'est jamais l'épice fraîche ou sèche en poudre toute seule, parce que si on l'avale juste comme ça, en fait, c'est très mal absorbé, ça va rester au niveau de l'intestin et à la rigueur, ça va au mieux avoir une action anti-inflammatoire sur la muqueuse intestinale, ce qui est toujours ça de prix aussi. Qui peut être recherché. Voilà. Et donc justement maintenant, par rapport à tous ces actifs qui peuvent être intéressants et aux compléments alimentaires qui peuvent rentrer dans le cadre de la prévention et d'une alimentation anti-inflammatoire, maintenant Edouard va vous parler des produits Nutri&Co. Voilà, exactement. Donc, on a décidé de vous présenter aujourd'hui 4 produits. 4 produits qui sont donc sur la sphère, enfin, qui ont une action sur la sphère de l'inflammation, mais qui vont agir sur des filières différentes. On va donc retrouver le curcuma dont on a déjà parlé, mais la problématique de la curcumine, c'est que actuellement, on ne connaît pas bien sa mécanistique, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas encore son mécanisme d'action. On voit qu'il y a un effet sur l'inflammation, mais on n'est pas capable de l'expliquer mécanistiquement parlant. Ça nous amène à positionner le curcuma plutôt sur une inflammation ponctuelle. J'y reviendrai un petit peu plus bas. Ensuite, on va avoir 2 produits qui vont avoir un ciblage. Donc notre produit, notre formule qui va cibler l'inflammation de l'articulation, où là, on va être plus sur de l'inflammation chronique, puisque vous verrez qu'on a notamment à l'intérieur un actif dont on connaît la mécanistique, qui va être capable de moduler la production des interleukines spécifiques de l'inflammation en fait, des articulations. Donc c'est pour ça que là, on va plutôt parler d'inflammation chronique. Et on sera sur des cures dans la durée. C'est la même chose pour les fibres. Benjamin en a parlé tout à l'heure. On sait que dans le Nutri-Score, c'est quelque chose qui va être recherché.
Et là, pareil, on sait qu'une flore intestinale équilibrée va avoir un effet positif, et on va parler bien entendu de tout ce qui est problématique d'inflammation du côlon. Et enfin, on a un troisième produit qui, lui, aborde, on va dire, l'aspect inflammatoire de façon générale. On en a parlé aussi précédemment, c'est les fameux oméga 3. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet des formules, on vous a fait une slide spécifique sur les protocoles de chacun de ces produits. Donc, le curcuma est un produit un petit peu particulier. Pourquoi? Puisqu'il y a peu de temps, je crois que c'était en 2019, il y a eu une alerte des organismes de santé européens suite à une problématique rencontrée en Italie avec des curcumas qui auraient entraîné des problématiques hépatiques. Donc, on est sur, on va dire, un principe actif, la curcumine, qui a une efficacité, mais dont il faut, on va dire, bien connaître la façon dont l'utiliser. On est donc sur un produit qui se prend au petit déjeuner. Sur notre formule, vous allez être sur 2 gélules par jour. Et en matière de cure, toutes les 8 semaines, il faudra faire une pause de 2 semaines. C'est là que les éléments sont importants. La durée de notre flacon, c'est 30 jours. En matière de contre-indication, tout ce qui est femme enceinte et personnes de moins de 18 ans, c'est vraiment, nous, on ne le conseille pas. Et de toute façon, réglementairement parlant, c'est interdit. Et enfin, toutes les personnes qui ont des problématiques de troubles hépatiques, on ne le conseille pas également. Et également les personnes qui sont sous anticoagulants. Voilà. En matière de conservation, vous n'avez pas de soucis particuliers avec ce produit. Et alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir en combien de temps est-ce qu'on peut attendre les résultats. On a beaucoup de nos clients qui nous posent cette question. On imagine que de votre côté, avec votre patientèle, c'est la même chose. Donc là, en réalité, un petit mot tout de même sur la façon dont on va passer en revue la littérature scientifique chez Nutri&Co. Il faut savoir qu'en moyenne, pour un développement produit, il y a à peu près 120 heures de lecture, de passage en revue de la littérature scientifique, et on va orchestrer un classement. Et on va attribuer une note, donc ça va de A à D, sur la pertinence en fait des études. Donc là, en l'occurrence, avec le curcuma, ça va principalement être des études cliniques. On a un peu moins d'études mécanistiques, en tout cas sur son mode d'action, sur son mode d'absorption, on en a, mais sur son mode d'action, on n'en a pas. Et donc, les études qui démontrent les résultats les plus rapides sont sur 2 semaines. Donc, à quel type de population est-ce que ça peut s'adresser? Alors, Benjamin disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Le curcuma peut être sollicité, enfin, en tout cas peut être intéressant parfois quand on cherche à cibler une problématique de digestion. Bon, nous ne vous recommandons pas notre curcuma pour une problématique de digestion. On va plutôt vous le recommander pour une problématique d'inflammation ponctuelle au niveau des articulations. C'est là-dessus qu'il est le plus documenté et je le détaillerai un peu plus bas. Ma conviction, c'est de dire que si demain, vous avez une personne qui s'adresse à vous avec une problématique digestive et que vous voulez tenter du curcuma, on vous conseille un curcuma alimentaire, potentiellement un curcuma concentré à 95% en curcumine, mais ça ne sert à rien d'avoir des curcumines vectorisées, c'est-à-dire des curcumines dont l'absorption est augmentée. Voilà. Ensuite, on va passer à notre formule articulation. Là, pareil, c'est une prise au petit déjeuner. On est sur 2 gélules par jour. On verra que c'est une prouesse puisque sur on va dire que sur les formules d'articulation, on est souvent sur des posologies plus lourdes, de parfois 4 gélules, même plus, quand on est tout ce qui est chondroïtine, glucosamine, etc. Il faut des quantités qui sont extrêmement importantes. On est donc sur 1 mois minimum de cure, mais on est aussi sur un produit de prévention. Et comme on va agir sur une inflammation chronique, là, on est sur une temporalité beaucoup plus longue. Donc, c'est un produit qui peut se prendre régulièrement. Et si on a des antécédents typiquement dans sa famille d'arthrose, etc., et ben, ça peut être très intéressant de le prendre en prévention. À titre personnel, je le prends tous les jours. Étant très sportif, j'anticipe. Notre flacon dure 30 jours. En matière de contre-indication, hormis le fait qu'il est déconseillé au moins de 18 ans, il n'y a rien d'autre. En matière de conservation, il n'y a rien de spécial à signaler. Et en matière de résultats, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir qu'il y a 2 actifs qui sont cliniquement documentés quant à leur action sur l'inflammation. Il y en a un, le mangoustan, qui va agir très rapidement, en 5 jours. Donc là, on va plutôt être sur des inflammations ponctuelles.
Et on a surtout le Boswellia, qui, lui, va agir sur une inflammation chronique vraiment ciblée sur les articulations. Et donc là, les cliniques nous donnent des résultats probants à partir de 4 semaines. On aborde désormais notre mix de fibres. Donc là, en fait, les fibres, on tombe presque un petit peu dans le food, hein, dans l'alimentaire. On s'éloigne un petit peu des compléments alimentaires. Et donc, en matière de prise, il n'y a pas vraiment de conseils en termes d'instant de la journée où il faut le prendre. Donc, vous pouvez le prendre en collation, mais vous pouvez le prendre également au moment des repas. On a un format en poudre qui est très agréable, qui se dissout très bien dans un verre d'eau, qui n'a pas de goût. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, mais vous pouvez potentiellement aussi le mélanger dans des yaourts, etc. Et on pourra en parler un peu plus loin. Mais on propose également un livre de recettes avec ce produit, de sorte que voilà, votre patientèle puisse intégrer facilement à son quotidien ce type de produit. En matière de posologie, on va être entre 1 et 5 dosettes par jour. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il faudrait, les recommandations de l'ANSES, c'est de consommer 30 grammes de fibres par jour. Les personnes qui sont atteintes de S2I, donc de problématiques de côlon irritable, ont tendance à limiter drastiquement leur consommation de végétaux. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont souvent pas bien éduquées sur le choix en fait, alimentaire des végétaux pour leur éviter d'avoir des douleurs au niveau de l'intestin. Donc, ces personnes-là, vous pouvez les faire monter à 5 dosettes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut y aller progressivement. Là, j'insiste dessus, c'est une posologie progressive, c'est-à-dire que si demain, on part sur 5 dosettes, ce n'est pas 5 dosettes le premier jour, c'est 5 dosettes, par exemple, le 5e jour. On en ajoute une par jour. Voilà ce qu'on peut dire sur on va dire la partie posologie des fibres. En matière de durée de prise, là, encore une fois, on est sur un pur produit de prévention. On va cibler, bien entendu, l'équilibre de la flore intestinale et un apport régulier et, on va dire, en quantité de fibres. Donc, vous n'êtes pas vraiment sur des logiques de cure. C'est un point important. Et c'est un vrai substitut, En tout cas, ça peut aider une personne atteinte de S2I qui ne parvient plus à manger assez de végétaux à rééquilibrer son assiette pour avoir un apport de fibres conséquent. Donc, pour les personnes atteintes de S2I, c'est vraiment un produit qui, d'après moi, peut se prendre très régulièrement. Le sachet fait entre 45 et 9 jours en fonction de la posologie. En matière de contre-indication, vous l'avez compris, comme on est dans l'univers plutôt de la food, il n'y a pas de contre-indication spécifique, hormis le fait d'avoir cette posologie évolutive. En matière de conservation, il faut faire attention de ne pas le mettre dans un endroit humide. Là, c'est quand même quelque chose d'important à signaler. Donc, surtout pas au réfrigérateur, par exemple. Aucun intérêt, ça crée de la condensation et c'est très mauvais. Et après, en matière de résultats, en fait, vous allez avoir, pour les personnes atteintes de S2I qui ont tendance à avoir une douleur dès qu'elles mangent des végétaux qui ne vont pas avoir les bonnes fibres, donc des fibres irritantes, voilà, ça va avoir un impact immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de douleur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre produit est labellisé low FODMAP. On va voir un petit peu plus bas ce que c'est, mais ce sont des fibres qui sont tolérées par les côlons irritables. Et enfin, vous avez également un effet un petit peu plus diffus. Pourquoi? Parce que l'intérêt de ce mix de fibres, c'est qu'on est sur des fibres solubles, donc c'est la nourriture des bonnes bactéries et ça va permettre de rééquilibrer dans le temps notre microbiote. Or, Benjamin vous l'a expliqué tout à l'heure, un microbiote en santé et bien équilibré va produire en fait des molécules qui vont être également anti-inflammatoires. On sait qu'il y a une grosse partie de notre matériel immunitaire qui est produit au sein de l'intestin, donc ça va être extrêmement important de prendre soin de ce microbiote. Alors, le S2I, c'est le côlon irritable. Je vois une question et j'y réponds rapidement. Et enfin, nos oméga 3. Donc là, on est sur un classique. C'est sans doute le produit que vous connaissez le plus. Donc là, ce qui va être important, ça va être de consommer ces produits sur un repas. Pourquoi? Parce que sur les repas, vous avez, on va dire, c'est au moment des repas que les lipides s'absorbent le plus. Donc, c'est là qu'il est le plus intéressant d'ingérer ces oméga 3. En matière de posologie, on va être sur 2 à 4 gélules par jour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les oméga 3, on est effectivement sur un complément alimentaire, c'est-à-dire que si dans votre alimentation, vous avez déjà des apports d'oméga 3, notamment en DHA et en EPA, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher 100% de vos apports journaliers optimaux
dans un produit nutraceutique de type oméga 3. Donc, encore une fois, ça, ce sera à votre discrétion, à vous de moduler en fonction de votre patientèle et de son régime alimentaire. Il y a par exemple des personnes qui n'aiment pas les poissons. Dans ces cas-là, on montera à 4 gélules par jour. Et des personnes qui ont un régime très orienté sur les poissons, bon, bah là, à ce moment-là, on redescend la posologie. En matière de durée de prise, encore une fois, si on est sur une logique anti-inflammatoire, on va être sur des produits qui se prennent en continu. Donc, contrairement au curcuma, on n'est pas sur une logique de cure ponctuelle. Le flacon fait entre 30 et 60 jours. La seule recommandation, c'est que pour les moins de 10 ans, il n'est pas conseillé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas ouvrir la gélule. On le verra tout à l'heure. Et que pour les enfants, ça peut être un petit peu compliqué d'avaler une gélule, certes de taille standard pour un adulte, mais qui pour un petit œsophage peut se révéler contraignante. En matière de conservation, ça c'est un point intéressant puisque on a souvent la critique de dire « Ah, mais vous avez un flacon qui est transparent, donc ça va abîmer vos oméga 3. » Alors, ce n'est pas forcément faux si vous avez une enveloppe de vos oméga 3 qui n'est pas imperméable à l'oxygène. Parce qu'en fait, la lumière n'est qu'un accélérateur de la réaction d'oxydation. Mais si vous avez une imperméabilité absolue, comme c'est le cas avec nos LiCaps, vous verrez, c'est un brevet qu'on utilise, dans ces cas-là, il n'y a pas de contre-indication. Bon, après, on ne va pas vous recommander de mettre le flacon à 40 degrés en été, en plein soleil, mais si il est chez vous, que chez vous il fait 20 degrés et qu'il y a un rayon de soleil qui passe dessus pendant 5 minutes, ça ne va rien changer, rassurez-vous. Et enfin, en matière de résultats, là, on va se greffer à ce qui a été énoncé tout à l'heure par Benjamin. On l'a vu, on est sur à peu près 30 semaines pour avoir les premiers effets sur les marqueurs de l'inflammation. Alors, désormais, on va rentrer un petit peu plus dans ce qui fait la particularité en fait, de nos formules. Donc, pour les oméga 3, je vous l'expliquais tout à l'heure, on utilise un brevet qui est la LiCaps, qui permet en fait d'avoir une stabilité des huiles inédite et qui nous permet d'utiliser un packaging transparent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'oméga 3, vous avez un indice qui est extrêmement important, c'est l'indice Totox, c'est l'indice d'oxydation. Toutes les huiles, au cours de leur vie, passent par un processus de rancissement et l'objectif, c'est de ralentir le plus possible ce processus de rancissement. Et donc, avec ces LiCaps, qui sont en fait des gélules scellées dans lesquelles vient prendre place l'huile avec une petite bulle d'azote, et vous avez une imperméabilité qui est la plus élevée actuellement qu'on ait sur le marché. Un petit point rapidement, parce que j'anticipe potentiellement des questions sur toute la partie toxines issues des produits de la mer, etc. L'intérêt justement de la nutraceutique, c'est de pouvoir obtenir des huiles qui sont lavées de ces toxines. On utilise aujourd'hui dans la production des oméga 3 une technologie qui s'appelle la distillation moléculaire. Tous les producteurs d'huile d'oméga 3 utilisent en fait cette méthode qui permet d'avoir vraiment des huiles qui sont exemptes des toxines. Donc, en réalité, ce qui va différencier les marques de compléments alimentaires d'oméga 3, ce n'est pas du tout leur capacité à être plus propres les unes que les autres sur les toxines, mais bien plus ces questions d'indice Totox. Enfin, le deuxième élément, ça va être la concentration. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recommandations, c'est d'avoir jusqu'à 1 gramme d'oméga 3 dans la journée. Et l'idéal, c'est d'avoir un bon apport en EPA et en DHA. Or, ici, on est sur des huiles qui sont dites concentrées. Et je vais même vous teaser un petit peu. On a récemment ajusté la formule. On a une formule qui sort en septembre et qui va proposer plus de DHA que de PA. C'est notamment à la suite d'échanges avec Benjamin qu'on a réajusté ce ratio, puisque là, actuellement, on a un peu plus de PA que de DHA. Pourquoi? Parce que la littérature scientifique sur les processus anti-inflammatoires faisait ressortir que la DHA était plus intéressante. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ces oméga 3. Ils sont actuellement disponibles en 2 formats. Vous avez un format 60 gélules et un format 120 gélules. Le premier est à 14,90, le second à 22,90. Bien entendu, vous avez également à l'intérieur de la vitamine E sous forme de tocophérol qui a pour objectif, bien entendu, d'éviter la partie oxydation en interne. On passe sur le curcuma, donc c'est un produit dont on est très fier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
en matière de curcuma, vous avez aujourd'hui deux approches. La première, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va cibler, on va dire plutôt l'inflammation du tractus digestif humain, où là, vous avez compris qu'il n'était pas nécessaire de passer sur des curcumines vectorisées. Nous ne sommes pas sur ce créneau-là. Nous sommes, nous, sur le créneau d'une absorption améliorée. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les brevets de curcumine vectorisée ne se valent pas, mais ils ont la fâcheuse tendance, généralement, dans les études mécanistiques, à se comparer à du curcuma classique ou à du curcuma concentré à 95%. Nous avons sélectionné, en fait, le Turnipure Gold, qui est la seule curcumine vectorisée qui a eu l'audace de se comparer à d'autres curcumines vectorisées. Donc, quand on vous dit qu'elle est 22 fois plus absorbable qu'une curcumine classique avec pipérine, c'est authentifié et elle est également supérieure à certaines curcumines vectorisées qui étaient présentes dans l'étude. L'étude ne prenait pas l'ensemble des curcumines vectorisées du marché, mais elle prenait les principales, celles qui sont connues comme Meriva, par exemple, pour ceux qui connaissent, etc. Vous avez bien entendu les sources en annexe, on pourra y revenir au moment de vos questions. L'autre particularité de ce brevet de curcumine vectorisée, c'est que c'est, à notre connaissance, le seul à avoir été porté par une étude pharmacocinétique. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Puisqu'on a vu qu'il y avait un risque hépatique sur certaines curcumines, et donc nous, on n'a voulu prendre aucun risque, et on s'est assuré qu'il n'y avait aucun risque d'empoisonnement hépatique avec notre curcumine. Et donc, c'est également ce qui nous a fait pencher pour cette curcumine. En plus, ce qui est sympa, c'est que vous avez une curcumine vectorisée qui est bio. Actuellement, sur l'ensemble des curcumines vectorisées du marché, vous n'en avez que deux qui sont bio. Une qui est faite en Inde et une qui est faite en France. Le curcuma est importé depuis la région du Kerala. C'est la région sur laquelle on va avoir le curcuma le plus pur, c'est-à-dire le plus chargé en curcumine. Et on a donc une extraction et une encapsulation qui est faite à Avignon. Donc en plus, on est en France. Tout ça, c'est plutôt sympa. L'autre particularité, et je terminerai là-dessus, de cette curcumine, c'est que c'est une curcumine qui, une fois qu'elle est passée depuis l'intestin jusque dans le plasma sanguin, va se rendre libre. C'est un point important. Pourquoi? Parce que ça va être intéressant de micro-encapsuler ou de vectoriser la curcumine pour la rendre absorbable, mais on est parfois confronté à une problématique, c'est que le vecteur ne parvient pas à se désolidariser de la curcumine pour que cette curcumine se rende biodisponible, c'est-à-dire qu'elle soit effectivement utilisable là où on l'attend. Et dans l'étude pharmacocinétique, il y a également des marqueurs qui ont démontré que notre curcumine était libérée. Donc, c'est un point vraiment positif. Au sujet de notre formule articulation, donc c'est une formule dont on est très fier, je vous en parlais tout à l'heure, parce que elle présente une posologie qui est relativement réduite, à base de 2 gélules par jour. Et je vous rappelle que sur tout ce qui est mix chondroïtine, glucosamine, on parle en grammes, et donc on est souvent sur des posologies à rallonge de parfois 6 gélules par jour. Donc là, ça peut être contraignant, surtout quand on fonctionne en protocole avec d'autres produits à côté. Donc on s'est évertué à sélectionner des actifs qui ont un effet avec seulement 2 gélules par jour. Il faut savoir que sur cette formule, on a pris 2 axes. On a pris l'axe anti-inflammatoire que je vous ai décrit précédemment et sur lequel je vais revenir, mais on a également décidé de s'orienter sur l'axe de la chondroprotection, c'est-à-dire pour lutter contre l'usure des cartilages dans le temps, en tout cas pour, on va dire, ralentir cette usure due par le temps. Donc ça va être notre acide hyaluronique breveté qui va vraiment opérer sur ce créneau-là. Ensuite, donc, sur la partie anti-inflammatoire, ce qui va nous intéresser, l'ingrédient star, c'est notre Boswellia breveté. C'est actuellement l'extrait qui est le plus concentré en AGBA, qui est le principe actif dont on connaît la mécanistique en matière de biodisponibilité sur le lieu d'action. C'est-à-dire que c'est lui qui va venir moduler la production des interleukines spécifiques de l'inflammation chronique des articulations. Et donc, vous voyez que vous avez une clinique qui a montré qu'il y avait une gène qui était apaisée au niveau des articulations des genoux, notamment, en 4 semaines. On a également une étude sur les coudes, je crois que les coudes sont traités dans la même étude,
faut le regarder. Mais donc, ce sont des résultats qui sont extrêmement intéressants. Et enfin, on a ce petit effet rapide aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que vous avez sans doute beaucoup de patients qui viennent vous voir parce qu'ils ont mal. Et parfois, on n'a pas envie d'attendre, même très souvent, on n'a pas envie d'attendre 4 semaines pour voir en fait sa douleur contrer. Et donc, c'est pour ça qu'on a rajouté du Mangustan dedans, qui va être intéressant puisque son effet intervient au bout de 5 jours. Voilà ce qu'on peut vous dire sur cette formule articulation. Et enfin, on en arrive au dernier produit, donc nos fibres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que certains d'entre vous auront scanné les QR codes. Ces QR codes se trouvent à chaque fois sur les étiquettes de nos produits. Ça, j'en parlerai plus en détail demain pour vous présenter un petit peu la marque, le laboratoire, nos spécificités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces QR codes, vous retrouvez notamment un calcul de posologie personnalisé. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que pour les fibres, on pouvait aller de 1 à 5 dosettes par jour, toujours avec cette posologie évolutive. Et ben c'est ce fameux QR code qui va vous faire atterrir sur une interface qui va vous permettre de déterminer, en tout cas qui vous apportera une aide pour déterminer quelle posologie sera la mieux adaptée à votre patientèle. Et c'est également sur ce QR code qu'on va retrouver le livre de recettes qui permettra aux personnes qui utilisent donc ce produit de l'intégrer facilement dans leur quotidien avec des recettes simples. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fibres résistent à la chaleur. Donc, typiquement, on peut faire des cakes avec, les passer au four, ça ne pose aucun souci. Alors maintenant, revenons un petit peu plus sur les spécificités. Donc, on est sur un duo de fibres d'acacia et de goire bio. Donc, c'est inédit, ça n'existe pas actuellement sur le marché. La particularité de ces fibres, c'est qu'on est donc sur des fibres dites solubles. Donc, contrairement aux fibres insolubles, vous allez être sur, on va dire, une typologie de fibres qui va avoir pour objectif d'apporter la nourriture, enfin une nourriture aux bonnes bactéries. Donc, elles ont pour objectif dans le temps de rééquilibrer le microbiote de l'hôte. Et donc, elles sont labellisées, on a fait labelliser ce produit Low FODMAP. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fibres dites irritantes sont composées de FODMAP. Et en fait, vous avez, si vous voulez, les fibres qui vont entraîner des douleurs chez on va dire les intestins et les côlons irrités, et les fibres qui ne vont pas entraîner de douleurs, qui sont dites low FODMAP. Et donc, on a pour cela été faire labelliser notre produit en Australie, puisqu'il n'y a qu'une université au monde qui propose ce label, c'est l'université de Monash en Australie. Et donc, on est très fiers, puisque c'est la garantie, on va dire, clinique que ce produit est parfaitement toléré chez les populations qui présentent une certaine inflammation du côlon. Donc, on retrouve cet avantage d'avoir un effet direct, c'est-à-dire qu'on peut se remettre à consommer des bonnes fibres sans risque de douleur, et également l'effet plus diffus dans le temps qui va permettre de rééquilibrer le microbiote. Voilà, tout simplement. Bon, je pense qu'on a fait un tour assez complet. Désormais, on est prêt à répondre à vos questions. Merci vraiment à vous deux, à la fois Benjamin pour les conseils sur l'alimentation et Edouard sur l'explication des produits. Tout était très clair. On garde 15 minutes pour les questions. Je vous invite à venir voter aussi dans les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Comme je le disais au départ, c'est celles auxquelles on va répondre en premier. Juste un court instant, je fais un petit mot sur Compliment Pro. Donc, pour rappel, ce webinaire a été proposé par la plateforme Compliment Pro. Tout simplement, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir recommander les compléments alimentaires de vos labos favoris en un seul et même endroit. Vous allez notamment retrouver tous les produits Nutri&Co. Pourquoi est-ce que cet outil a été développé? Parce qu'en discutant avec de nombreux professionnels de la santé, on se rend bien compte que souvent, il y a cette envie de recommander un complément d'un laboratoire et d'un autre. C'est pas forcément facile lorsqu'on fait la recommandation et après, c'est pas facile non plus pour vos clients qui doivent aller se rendre sur plusieurs sites. On a des frais de livraison qui viennent s'accumuler. Donc voilà, on s'est rendu compte que c'était pratique ni pour les thérapeutes ni pour les clients. Et donc, l'idée de la plateforme, c'est de pouvoir tout faire d'un seul et même endroit. Et pour vous montrer un petit peu, je vous partage très rapidement mon écran et je vais vous montrer comment faire une recommandation depuis Compliment Pro. Donc là, vous êtes sur l'interface thérapeute. Vous avez tous vos différents fichiers clients.
des protocoles, donc notamment le protocole présenté ici, Nutri&Co, sera disponible depuis l'outil aussi dès la fin de notre présentation, un catalogue produit, et ce qui va nous intéresser, c'est donc la création de recommandations. La première étape, c'est tout simplement de venir sélectionner votre client. Hop. Vous allez pouvoir ensuite ajouter un à un les produits que vous souhaitez à la recommandation. Et vous avez différents filtres. Vous pouvez notamment chercher que les produits Nutri&Co si vous allez sur le filtre de marque. Et ici, vous allez pouvoir notamment, par rapport à ce dont on parlait aujourd'hui, ajouter par exemple les fibres. Vous allez pouvoir ajouter par exemple la formule articulation. Vous pouvez associer aussi des produits d'autres laboratoires, du coup, c'est ça l'idée. Les instructions, vous pouvez tout à fait les modifier. Là, c'est les instructions qui sont données par Nutri&Co au niveau des produits, donc telles qu'elles ont été présentées à l'instant. Et ensuite, tout simplement, lorsque vous allez cliquer sur Envoyer, votre client va recevoir un SMS et un email avec sa recommandation. Il pourra directement faire sa commande depuis la recommandation et tout est livré ensuite directement chez lui. Après, vous, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir suivre un peu où en sont vos clients avec les recos. Est-ce que ça a été envoyé? Est-ce qu'elle a été juste créée peut-être? Vous avez des statuts si la recommandation, par exemple, a été achetée par le client. Et si c'est terminé, c'est également indiqué et ça peut, ça peut vous faire dire éventuellement, il faut revoir, réévaluer les besoins de mon client. Donc, il y a tout ce suivi pour améliorer l'observance aussi de vos recommandations. Donc voilà, très rapidement, je vous ai montré comment ça fonctionnait. Je vais pouvoir revenir sur la présentation. Les 3 points à retenir, c'est l'accès à un large choix de compléments alimentaires parce qu'il y a aujourd'hui une vingtaine de laboratoires qui sont présents sur Complément Pro. C'est le fait de pouvoir faire des recommandations de manière ultra simple, comme on vient de le voir, et personnalisée selon les besoins de chacun de vos clients. Et ensuite, d'assurer l'adhésion de ces recommandations. Donc là, c'est les labos avec lesquels aujourd'hui on travaille. Donc, vous pouvez voir Nutri&Co ici en bas. Et on en ajoute au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire parvenir vos suggestions. La plateforme est entièrement gratuite. Mon collègue Maxime va vous partager, je pense, le lien d'inscription si vous le souhaitez dans le chat. Donc, c'est vraiment dédié aux professionnels de la santé. C'est entièrement gratuit. Et puis, on vous invite à vous inscrire. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir tous les produits, l'ensemble du catalogue. Et on vous fera une présentation de l'outil. Comme on l'a dit plusieurs fois, je vous invite aussi à vous inscrire demain pour donc une présentation plus approfondie de la gamme Nutri&Co, des valeurs du laboratoire. Donc, ça sera demain à 12h30. Et puis ensuite, sur les autres événements, vous avez notamment un webinaire le 16 mai sur les intolérances alimentaires et le rôle des enzymes digestives dans la prise en charge de vos patients. Et ensuite, le prochain, ça sera le 23, où on parlera un petit peu du mode de vie, des rôles de l'environnement sur le cycle menstruel et sur la fertilité. Donc voilà. Dernière chose aussi, c'est que si vous accédez à Complément Pro, vous aurez accès à tous les replays des webinaires aux présentations. Donc la présentation d'aujourd'hui sera disponible en PDF et à la fin, vous avez accès à toutes les références dont on parlait pendant les présentations. Et puis, sans plus attendre, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vais commencer donc par les questions où on a eu le plus de voix. Alors, les céréales complètes n'ont pas augmenté l'inflammation dans l'étude. Je pense qu'on parle du début de la présentation, malgré le gluten, étant donné que le gluten sans doute est plus inflammatoire, tout comme les produits laitiers. C'est plutôt pour Benjamin, je pense, la question. Alors oui, la personne fait référence à l'étude qui avait comparé ceux qui prenaient des céréales complètes, ceux qui prenaient des fruits et légumes et les 3 portions par jour là, de céréales raffinées. Alors, j'ai pas le détail en tête du menu exact dans les études, c'est-à-dire la répartition de quel type de céréales ils consommaient. Bon, j'imagine quand même qu'il y avait une majorité de blé complet, je suppose, par simplicité. Non, après, bon, le sujet du gluten, c'est un sujet à part entière, d'une grande complexité, effectivement. Est-ce que ça augmente la zonuline, qui est une molécule qui augmente la perméabilité intestinale? Bref, c'est un sujet à part entière, mais en tout cas, si on se réfère juste aux résultats, par rapport au groupe céréales raffiné, c'était ça le groupe contrôle, entre guillemets, c'était le groupe céréales raffiné, donc qui consommait aussi du blé.
les céréales complètes avaient diminué les marqueurs inflammatoires dans tous les cas. Donc après, le sujet du gluten en lui-même, il faudra une étude spécifique, mais je ne pense pas qu'on puisse faire une généralité. Je pense que ça va être problématique pour les gens sensibles et intolérants, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir des études qui montrent une augmentation de l'inflammation chez l'ensemble de la population. Ok. Comment nettoyer l'organisme de ces résidus de cellules de virus cumulés? Donc, on parle sans doute Alors, d'une ça, si on fait référence, oui, à ce dont je parlais tout à l'heure, là, de l'inflammaging, là, Oui. qui serait donc cette augmentation de l'activité un peu de bas grade du système immunitaire inné, par rapport au fait qu'il y ait une accumulation de cellules sénescentes, quoi, de cellules mortes, d'organelles, c'est-à-dire de morceaux de cellules, voilà, tout ça qui s'accumule. Bah, à ma connaissance, il n'y a pas de moyen. En fait, mais c'est un vrai sujet de recherche. Alors, je ne connais pas de tête le détail, mais je sais que c'est nettoyer, entre guillemets, arriver à se débarrasser des cellules sénescentes, cellules en train de mourir, en train de vieillir, tout ça, c'est un axe de recherche sur la longévité. Pour le grand public, pour nous, pour nettoyer, entre guillemets, ces résidus de cellules mortes, pour l'instant, il n'y a rien de spécial, à part essayer au maximum d'avoir la meilleure hygiène de vie possible. Ouais. Il y a peut-être un point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est pour lutter contre la sénescence, vous pouvez agir en prévention au cœur de la cellule en l'aidant en fait à rester jeune le plus longtemps possible. Sans doute, certains sont sensibilisés au terme des télomères. Oui. Les télomères, c'est ce qui va répliquer. Donc, ce sont, on va dire, des petits capuchons qui sont au bout des chromosomes, hein, donc, qui vont répliquer nos chromosomes, donc l'ADN, au moment de la division cellulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque division cellulaire, malheureusement, ces télomères s'abîment un peu et rétrécissent. Plus on avance dans l'âge, plus ces télomères ont tendance à rétrécir et donc plus la sénescence avance, plus la sénescence se développe au sein de l'organisme. Donc, ça peut être intéressant de suivre une diète qui va avoir tendance à participer, on va dire, comment dire, qui va engendrer un effet qui va ralentir ce rétrécissement des télomères. En nutraceutique, vous avez aussi des actifs qui sont très intéressants, notamment les OPC de raisin. Donc, on en fait, nous, dans un produit qu'on ne vous a pas présenté ici, qui est notre antioxydant, et qui est couplé d'ailleurs à un extrait une molécule, un principe actif qui vient du brocoli, et qui va avoir une action épigénétique, c'est-à-dire qu'il va justement aider votre ADN à s'exprimer du mieux possible. Donc, si vous voulez, il y a un enjeu à maintenir ces cellules le plus jeune et le plus longtemps possible. Ok, très clair. Est-ce qu'on peut nous parler un petit peu du lien inflammation et endométriose? Est-ce qu'on se tournerait plutôt vers des oméga 3, le curcuma ou les deux? Alors pour être tout à fait transparent, c'est un sujet que j'ai en tête depuis un moment, mais sur lequel j'ai pas eu l'occasion encore de me pencher à fond, le sujet de l'endométriose. Donc, je voudrais pas forcément dire de bêtises. Je sais, en tout cas, en première approche, c'est difficile en plus, comme on parle d'une maladie spécifique, de vraiment dire tel complément soulagera directement sur un tic, donc je voudrais pas forcément m'engager. C'est vrai que égoïstement, ce sont des pans qu'on n'a pas encore explorés. Toutefois, je sais qu'on a une personne qui travaille proche de nous, qui travaille d'ailleurs un petit peu avec nous, qui est une grande spécialiste de la question. Donc, si la personne qui a posé cette question souhaite communiquer son adresse mail, on pourra lui faire une réponse détaillée parce qu'on peut avoir une réponse assez construite en peu de temps sur le sujet. Parfait, écoutez, je note le nom et puis je vous le transmettrai. Avec plaisir. Pourquoi ne pas avoir utilisé du collagène dans la formule articulation? Alors, pour une raison très simple, c'est que le collagène, quand vous regardez les études cliniques, il en faut des quantités très importantes qui n'ont pas lieu d'être dans une galénique de type gélule. Je vous expliquais tout à l'heure avoir essayé d'éviter les posologies à rallonge avec le couple chondroïtine-glucosamine qui vous fait souvent monter à 6, 8 gélules.
Bon, quand vous devez avoir minimum 5 grammes de collagène pour espérer avoir un effet sur, on va dire, 60 à 90 jours, ce sont des posologies qui sont difficiles via les gélules, et il est beaucoup plus intéressant de passer en poudre, comme les fibres. D'ailleurs, on propose un collagène, c'est un collagène qui est extrêmement plébiscité par notre clientèle et qui respecte comment dire, les quantités ayant démontré une efficacité en études cliniques. Et on a fait un très gros travail sur l'organoleptique, puisque effectivement, l'intérêt de passer par la gélule pour le collagène pourrait, de prime abord, être les... On a un petit problème. Ouais. Vous m'entendez? Oui, je vous entends à nouveau, mais ça a sauté une seconde. Oui. C'est bon là? Oui. Super. Donc tout ça pour dire qu'on a fait un très gros travail sur l'organoleptique de notre produit, puisque effectivement, quand on passe en poudre, il y a un défi sur le goût, puisque quand on utilise des collagènes marins, qui sont cliniquement les plus, je pense qu'aujourd'hui la littérature scientifique est principalement orientée dessus, et je parle sous ton contrôle, mais tu m'avais dit qu'il y avait une légère efficacité Voilà, supérieure au gommage. il y a quelques travaux qui disent que le collagène d'origine marine serait un tout petit peu plus biodisponible que le bovin. Voilà. Mais là, ce qu'on peut conclure, c'est qu'un protocole en agissant vraiment sur la chondroprotection avec le collagène et l'acide hyaluronique qui va se présenter donc dans la formule articulation, bah, c'est une super idée. Et nous, typiquement, le pack articulation propose ces deux produits. Plus le curcuma. Plus le curcuma. Ok. Donc, on parlait plutôt sur un pack. Peut-on proposer du curcuma pour une polyarthrite rhumatoïde? Oui. Ça fait partie des maladies inflammatoires des articulations. Donc, en fait, dans les études, que ce soit pour le collagène ou le curcuma, quand ils étudient les effets justement sur les maladies inflammatoires des articulations de ces molécules, c'est toujours des gens qui souffrent soit d'arthrose, soit de polyarthrite. Exactement. C'est là où les études sont les plus probantes. Donc là, c'est un gros oui. Vous pouvez y aller. En plus, il y a également des études. Enfin, il y a une étude qui a, évalué l'intérêt de coupler la curcumine au boswellia. Et les résultats étaient vraiment intéressants. Donc, ouais, c'est très intéressant. Ok, très bien. On a une question concernant la provenance des poissons sauvages dans les oméga-3, mais vous y avez répondu après. Hein. C'était anchois, sardines et maquereaux, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Très Après, bien. encore une fois, juste sur ce sujet-là, en fait, c'est un faux débat. Ce sont des arguments marketing et uniquement marketing, puisque via la distillation moléculaire, qu'on prenne finalement, que les huiles d'oméga-3 viennent de thon ou qu'elles viennent d'anchois, vous aurez une absence de toxines. Donc, honnêtement, c'est vraiment marketing. Ok. Alors, concernant le curcuma, vous proposez un curcuma avec 90 mg en curcuminoïdes pour 2 gélules, alors vous avez indiqué précédemment que les résultats devenaient intéressants à partir de 200 mg par jour. Pourquoi si faible dosage? Tu veux que je te dise un mot dessus? J'enchaîne. Vas-y. Alors, c'est une excellente remarque. Il faudrait regarder, parce que j'ai plus le détail de l'étude et savoir si elle utilise une curcumine vectorisée, mais il y a fort à parier qu'elle n'utilise pas de curcumine vectorisée. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une énorme différence entre ce que vous ingérez et ce qui est effectivement absorbé. Et la puissance d'une curcumine vectorisée, c'est que pour une petite quantité de curcumine, vous avez une absorption qui est très élevée. Et c'est d'autant plus intéressant que depuis les problématiques hépatiques signalées en Italie, l'ANSES vous oblige à avoir maximum 190 mg de curcumine désormais, peu importe si votre curcumine est vectorisée ou si vous êtes sur un extrait concentré. Donc ça, c'est pour l'Europe. Il faudrait voir où a été menée l'étude sur 200 mg. Voilà. Mais donc, ce qu'il faut simplement retenir de cette étude, c'est que la curcumine a un impact sur la douleur et l'inflammation. Maintenant, elle n'a pas étudié en profondeur la mécanistique d'absorption. Et encore une fois, là, tous les curcumas ne se valent pas. Donc, c'est ça qui est parfois un petit peu pervers, c'est qu'on a tendance à faire des comparaisons un peu hâtives en se disant je vais choisir le curcuma qui va présenter la teneur en curcumine la plus élevée.
ce n'est pas forcément la bonne façon de procéder. Ça peut être une bonne façon de procéder quand on veut traiter une problématique intestinale, mais dès lors qu'il y a un souci d'absorption, alors il faudra se rabattre sur les curcumines vectorisées. Et là, l'enjeu n'est plus sur la teneur, mais sur le coefficient multiplicateur d'absorption. Oui, très bien, très clair. À partir de quel âge peut-on considérer que le système immunitaire est suractivé, favorisant une inflammation chronique, dont à nouveau on parlait au tout départ? Sur cette histoire d'inflammaging, ce n'est pas du jour au lendemain, à 49 ans, et puis d'un seul coup à 50 ans, tout se met en place. C'est comme souvent, c'est une lente dégradation. Donc, on peut dire, comme sur d'autres sujets, qu'à partir de 50 ans, ça devient de plus en plus marqué, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de donner une tranche d'âge précise, mais après, voilà, je pense que 50 ans, c'est déjà une bonne fourchette. Oui. Faire un peu de faciès aussi. Ouais. On parlait tout à l'heure du côté organoleptique du collagène marin. Ici, est-ce qu'il y a une astuce pour la prise des gélules d'oméga 3 pour contrer le goût de poisson qui peut être très fort et reste sur la journée? C'est une excellente question puisque je vous disais tout à l'heure qu'on allait sortir une V2 en fait, de notre formule qui inverse le ratio DHA-EPA, mais qui a également la particularité de faire intervenir une huile désodorisée, ce qu'on n'a pas actuellement. La désodorisation des huiles est quelque chose d'assez, on va dire, récent, dans le sens où avant c'était trop cher et ça ne rentrait pas bien dans les formules nutraceutiques à des prix qui restent cohérents pour on va dire la consommation de masse. C'est le cas, je dirais, depuis maintenant 3-4 ans. Le temps que ça se généralise, que ça arrive en Europe et spécialement en France, on s'est positionné dessus. Alors, comment faire en attendant cette formule qui sort en septembre? Alors, il y a une façon très simple, c'est de mettre son flacon d'oméga 3 au réfrigérateur. Et là, vous pouvez aller voir les commentaires qu'on a sur nos oméga 3 et on a plusieurs questions ou SAV qui ont été traitées sur ce sujet, c'est-à-dire des clients qui avaient parfois des relents avec des goûts un peu de poisson pas très agréables, qui, une fois qu'ils avaient placé leur flacon au réfrigérateur, n'avaient plus ce type de problème. Très bien, merci pour l'astuce du coup. Alors, on a parlé tout à l'heure des contre-indications au niveau du curcuma. Une personne qui a un problème hépatique, une NASH par exemple, ne peut pas prendre le curcuma? Alors, en fait, là, ça nécessite un suivi médical. Voilà ce qu'on peut vous dire. Il y a des terrains sur lesquels il est difficile de s'engager. Pour le moment, on n'a pas de médecin dans l'équipe. Alors, on en aura peut-être un jour, on l'espère. Donc voilà, on vous fera une réponse un petit peu, on va botter en touche. Très bien. Pour les personnes qui souffrent particulièrement d'arthrose, vous conseillez plutôt le curcuma ou la formule articulation? Les deux. En fait, on peut prendre les deux. Le top, c'est même de prendre les trois avec le collagène. Comme ça, on a une action sur la chondroprotection. Donc, la chondroprotection, c'est de la prévention pure. Au plus jeune on commence à prendre ces produits, au plus vous allez ralentir le processus inéluctable d'usure des cartilages. Après, on n'est pas tous égaux par rapport à l'usure des cartilages. Il y a un facteur génétique, il y a un facteur environnemental, il y a un facteur aussi d'activité physique. Donc, le mieux, bien entendu, ça va être de prendre les trois, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a une étude clinique qui a porté sur l'association Boswellia-curcumine, enfin ACBA du Boswellia-curcumine, sur une population touchée par l'arthrose, qui a été très concluante. Donc, en plus, ce qui va se passer, c'est qu'avec la curcumine, vous avez, on suppose que curcumine, mangoustan, Boswellia agissent chacun à des instants différents d'inflammation, voire sur des filières de l'inflammation différentes, donc sur des interleukines, des modulations différentes. Ok, très bien. Pour les fibres, pas de contre-indication, même pas pour les femmes enceintes? Non, bien au contraire. Pourquoi ne pas utiliser la glycine dans votre formule articulation? Alors, je veux bien répondre. Donc, la glycine, justement, parce que c'est une question qui revient souvent par rapport au collagène et que j'ai donc étudié il n'y a pas très longtemps. La glycine, c'est l'acide aminé le plus présent dans le collagène. C'est à peu près 30% du collagène, la glycine.
C'est un acide aminé un peu particulier parce qu'effectivement, on en manque souvent dans notre alimentation globale, étant donné que il y en a très peu dans tout ce qui est muscle, donc dans la viande rouge classique, puisqu'on va le retrouver plutôt dans les parties cartilagineuses aussi, les os, donc les bouillons d'os, etc. Et bref, toutes les études qui ont montré des effets positifs sur les articulations, c'est toujours sur le collagène hydrolysé. C'est jamais, il n'y a rien du tout, j'ai vraiment creusé le sujet, j'ai rien trouvé du tout sur la glycine seule. Pourquoi? Alors, d'une part, peut-être que ça n'a pas été étudié, mais d'autre part, ce qu'on voit avec le collagène hydrolysé, c'est qu'il y a des peptides de collagène, pas juste les acides aminés individuels, les peptides de collagène, c'est-à-dire des morceaux de protéines qui sont absorbés tels quels et qui peuvent aller tels quels jusque dans les articulations. C'est pour ça que l'effet sera positif et différent que si on avait des acides aminés tout seul. Donc voilà, donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la glycine, même si ça paraît logique, que ça participe à la synthèse endogène de collagène. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'études pour dire que ce serait aussi efficace de prendre de la glycine que du collagène. Très bien. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous ne conseillez pas le curcuma pour la sphère digestive? Est-ce que vous parlez du curcuma en général ou alors votre curcuma Nutrien-Co, donc vectorisé? Oui, si tu veux. Non, alors justement, vous avez, je pense que ça peut être pertinent d'utiliser du curcuma pour la sphère digestive, mais je ne conseille pas celui de Nutrien-Co, qui est fait pour les articulations. Et en fait, en fonction on va dire, du lieu d'action que vous ciblez, il faudra choisir une formule ou une approche différente. Si vous ciblez les articulations, vous avez une problématique au niveau de l'absorption, puisque Benjamin décrivait que la curcumine ne s'absorbe pas bien, donc elle a besoin d'être vectorisée, ou en tout cas d'être augmentée pour passer la paroi intestinale. Nous, ça a été le défi de notre formule. Donc, on a une formule qui est vraiment orientée articulation. Si vous choisissez du curcuma pour une problématique digestive, on ne vous recommande pas celui de Nutrien-Co et on vous recommande un curcuma alimentaire, potentiellement un curcuma en poudre concentré à 95% en curcumine, et c'est tout. Surtout pas de pipérine. Ça, c'est très important parce que ce serait vraiment contre-productif. Donc, la pipérine, c'est le principe actif du poivre noir qu'on retrouve souvent dans certaines formules de curcuma. Les premières études, on va dire mécanistiques sur l'absorption du curcuma faisaient intervenir ce principe actif qui en réalité n'augmente pas l'absorption de la curcumine, mais augmente l'imperméabilité intestinale et donc a priori potentiellement son inflammation. Donc ce serait contre-productif. Donc nous, on vous recommande une poudre alimentaire qu'on ne fait pas actuellement malheureusement, mais on pourra y penser. Et du coup, un petit peu lié, le fait de prendre du curcuma saupoudré dans l'alimentation avec de l'huile et du poivre augmenterait-il l'absorption donc, du curcuma alimentaire Par rapport à des une curcumes vectorisées. En fait, toutes les curcumes vectorisées se comparent à du curcuma classique, à du curcuma 95% et à du curcuma 95% plus pipérine. Parce que c'est les façons d'absorber du curcuma qui sont les moins bonnes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cliniquement parlant, enfin mécanistiquement parlant, vous avez certaines doses de pipérine que vous devez retrouver pour avoir une perméabilité augmentée, donc une absorption de la curcumine augmentée. Et on retrouve très rarement la bonne quantité de pipérine. Et dans le poivre, la pipérine ne va pas être concentrée, elle n'est pas spécifiquement extraite, etc. Donc, nous, on va vous recommander plutôt un curcuma alimentaire dans votre alimentation pour cibler des problématiques potentiellement inflammatoires digestives. Mais au niveau des articulations, on vous recommandera plutôt de passer par des curcumes vectorisés comme la nôtre. Parfait. Bon, je vois qu'on est un petit peu dépassé le temps imparti. Il reste quelques petites questions. Éventuellement, je peux vous les transmettre par email. On a aussi plusieurs personnes qui nous demandent la réponse pour l'endométriose. Donc, celle-ci, il faudra faire quelques petites recherches parce que je pense que ça intéresse plusieurs personnes ici. Il y avait une question que j'ai vu passer, je me permets, oui. sur le Nutri-Score. Certaines personnes faisaient part en fait de leur scepticisme sur le Nutri-Score. Alors, je me permets de lire un mot dessus, tu me compléteras si jamais il manque des éléments. Ce qu'il faut bien comprendre sur le Nutri-Score, c'est que
on ne va pas vous demander d'évaluer le Nutri-Score de votre patientèle parce que de toute façon, ça demande des moyens qui sont astronomiques et que personne n'a ici. C'est vraiment un outil scientifique. Alors après, il y a peut-être à boire et à manger dessus, mais il donne des indications intéressantes à un niveau, c'est qu'il va bien noter certaines diètes alimentaires qui sont constituées des nutriments ou des aliments qu'on a vus. Et c'est en cela que c'est intéressant. C'est parce qu'on va retrouver dans le Nutri-Score, en tout cas des bonnes notes de Nutri-Score, des oméga-3, des oléagineux, des fibres, des caroténoïdes, etc., que c'est un indicateur intéressant. Voilà, c'est plus un indicateur qui doit nous aider à orienter la diète d'une patientèle. Voilà, tu peux dire. Oui, en fait, la limite du Nutri-Score, c'est qu'il ne prend pas en compte le degré de transformation des aliments. Donc, c'est surtout sur ça qu'il est critiqué parce qu'on va avoir des produits ultra transformés qui ont une bonne note. Donc, ça, c'est un débat dans la communauté scientifique qui fait rage depuis déjà 2-3 ans. Ils le savent, ils sont en train de réfléchir. Après, c'est très compliqué à mettre en place. Est-ce qu'il ne faudrait pas un autre indice? Il y a un indice qui s'appelle NOVA qui mesure le degré de transformation des aliments que certains voudraient ajouter en plus. Donc voilà, c'est surtout là-dessus. Mais en fait, si je simplifie un peu, la meilleure alimentation, c'est celle où il n'y a pas de Nutri-Score, puisque tous les aliments bruts, fruits et légumes, céréales complètes, viande, poisson, tout ça, ce sont des aliments que vous achetez sans emballage. Il n'y a pas de Nutri-Score dessus. Très bien. Merci pour cette petite précision. Merci à tous pour vos questions. Comme je le disais, je vais vous transmettre les petites questions éventuellement restantes pour pouvoir répondre à vraiment l'intégralité des questions. Mais merci pour les présentations qui étaient vraiment très claires. Merci à vous. Merci à vous. Et à demain. Et puis à demain, voilà. Demain, pour rappel, présentation du laboratoire Nutri & Co et présentation plus approfondie de toute la gamme. Donc, je vous invite à vous inscrire aussi pour nous rejoindre demain. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.